Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, le Moniteur formation, ce sont plus de 5000 stagiaires formés chaque année, 250 et c'est même maintenant 300 programmes de formation et 1500 sessions de formation planifiées chaque année en présentiel ou à distance sur des formats classe virtuelle, e-learning ou encore blended learning. Donc, nous avons une large gamme de formations sur diverses thématiques que je vous ai détaillées dans la slide qui suit. Je vous invite d'ailleurs à noter les nouvelles thématiques, dont Soft Skills, une rubrique dédiée à l'acquisition des compétences interpersonnelles et comportementales dans le secteur du BTP. Et puis, bien évidemment, une rubrique numérique et intelligence artificielle qui se doit d'être aujourd'hui, puisque dans le BTP, l'IA, comme on peut le voir, est au service du bâtiment. Et puis, bien évidemment, une rubrique historique en technique de construction et de réhabilitation, rubrique qui va nous intéresser ce matin à travers ce webinaire autour des nouveaux usages des bâtiments. Vous le voyez à l'écran, la formation que nous proposons sur le sujet et dont la première session aura lieu le 10 juillet prochain. N'hésitez pas à aller sur notre site pour voir le programme détaillé et surtout pour réserver votre place à cette formation. Et nous sommes ce matin en compagnie de son intervenante, de sa formatrice justement. Bienvenue à Gabrielle Milan. Donc Gabrielle Milan qui est architecte et ingénieure, qui a développé ses propres entreprises d'activités de conseil, d'AMO, de formation et d'enseignement dans l'immobilier après 10 ans d'expérience dans des postes à responsabilité chez plusieurs types d'acteurs et qui a été également architecte en agence. Elle est accompagnée par Veneta Vladimirova, qui est fondatrice de VEA Société d'architecture, mais qui est aussi enseignante et businesswoman à la recherche de l'innovation à travers l'intelligence collective. Donc, je vais leur laisser la parole. N'hésitez pas tout au long de leur intervention à poser vos questions via la petite icône point d'interrogation que vous devez avoir à votre écran et je les leur relayerai en fin d'intervention. Donc, Gabrielle, Veneta, je vous laisse la parole. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Merci. Alors, bienvenue à tous dans ce webinaire. Donc, on va faire une première partie pour rappeler un petit peu l'enjeu en fait qu'on a aujourd'hui avec la réversibilité, qui est notre thème. Plus largement, le recyclage en fait urbain, qui va consister plutôt à réutiliser des bâtiments plutôt qu'en construire des neufs. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de réglementations, notamment autour du zéro artificialisation nette, qui s'appliquent maintenant depuis un certain nombre d'années sur beaucoup de territoires et qui sont relayées derrière dans les plans locaux d'urbanisme où on a des enjeux à la fois historiques par rapport au bâtiment. Donc, on voit sur cette slide, puisque le bâtiment en France, c'est 43% des consommations énergétiques déjà. Et puis, c'est aussi 23% des émissions donc, de gaz à effet de serre. Donc, en fait, on a un enjeu aujourd'hui environnemental sur le bâtiment et a fortiori sur la transformation de bâtiments existants. Donc, je parlais du ZAN, en fait, du zéro artificialisation, plus largement dans les plans locaux d'urbanisme, par exemple à Paris, qui est celui qu'on connaît bien avec Veneta, on agit beaucoup sur l'Île-de-France, mais également sur d'autres régions. Veneta pourra vous en parler aussi. Donc, par exemple, on a parlé de démolir l'existant. Donc, de toute façon, on doit, de par ces nouvelles règles, travailler sur l'existant et donc apporter dans le cadre de ces transformations des diminutions de consommation énergétique également au travers notamment des changements donc, de destination qu'on va pouvoir mettre en place. Donc la réversibilité aujourd'hui c'est un enjeu à la fois d'évolution d'usage puisqu'aujourd'hui on a comme on le sait donc une évolution des modes de travail notamment qui conduisent à diminuer donc l'utilisation d'immeubles de bureaux. Donc même si on voit qu'il y a un retour quand même au bureau, il y a la volonté de faire revenir aussi les personnes au bureau, mais en même temps, on ne reviendra jamais au bureau comme on était avant effectivement Covid. Donc ça a un impact important aussi
au niveau des villes, de recyclage donc de bâtiments de bureaux en logement, mais pas qu'en logement finalement, parce que c'est vrai que dans notre thème on est assez logement, mais plus largement un recyclage d'immeubles de bureaux aussi en hôtellerie, en logement à thème, on appelle ça des logements à thème, c'est-à-dire du co-living, des résidences étudiantes, des résidences hôtelières, dont Veneta pourra vous parler, puisqu'il y a des réglementations spécifiques autour de ça, notamment il y a des particularités réglementaires qui permettent de réaliser ces réversibilités et ces transformations. Donc, en fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus largement une baisse d'utilisation de certaines typologies de bâtiments et de certaines destinations d'urbanisme, bureaux, parking aussi, hein, donc qui n'est pas forcément notre thème du jour, mais qui est un sujet aussi, transformation des parkings qui accueillent de moins en moins de voitures. Sujet donc qui me tient à cœur parce que je travaille beaucoup dans les aspects de logistique urbaine depuis quelques temps, donc ces transformations de parking ou de sous-sol, d'archives et autres en plateforme de logistique dernier kilomètre. Donc ce sont des exemples, mais on a un vrai sujet aujourd'hui sur plusieurs typologies en fait de bâtiments de transformation. Et on sait que par rapport à ce qu'on disait juste avant sur l'environnement, la rénovation, la transformation d'un bâtiment, c'est moins impactant du coup que la construction d'un bâtiment neuf. Donc tout ça va dans le sens d'une législation qui s'adapte petit à petit par rapport à ça. Dans les différentes législations qu'on peut avoir autour de la réversibilité, on peut noter une première législation qui a eu donc en 2016 avec la loi qu'on appelle la loi LCAP, Liberté de création, architecture et patrimoine, qui a mis en avant l'idée que finalement, on pouvait aussi, dans un permis de construire, envisager de déroger à certaines règles de construction et également à certaines règles de sécurité, plus largement à certaines réglementations pour innover et expérimenter. Ça a notamment amené donc, à un dépôt de permis de construire l'an dernier sur Bordeaux, sur un premier projet qui est un permis de construire sans destination. Donc l'idée de dire qu'on peut aussi envisager des permis de construire qui n'ont pas forcément une destination fixe. Donc dans la réversibilité, c'est un point qui est extrêmement important puisque l'idée c'est de dire je vais avoir un bâtiment que je vais construire en anticipant différentes destinations, ce qui est complètement contraire à l'application historique du code de l'urbanisme, puisque au départ, dans les plans locaux d'urbanisme des communes, on a eu quand même avant même les plans locaux d'urbanisme, avec les plans d'occupation des sols qu'on a eu avant et encore avant avec les cartes communales, on avait quand même l'idée d'avoir un principe d'urbanisme déjà par zone à un moment donné, donc avec sur chaque parcelle des destinations possibles et souvent des monodestinations en fait. Ça veut dire qu'une parcelle ne peut accueillir qu'une destination, par exemple habitation, une destination industrielle, une destination agricole, une destination bureau, etc. Et puis petit à petit, on a quand même autorisé des destinations multiples par parcelle. Et là, aujourd'hui, comme on va vers ces changements d'usage qui s'imposent à nous, on va dire, aujourd'hui avec la baisse d'utilisation d'immeubles de bureaux, de toute façon, on a des immeubles villes et donc la réglementation est obligée de suivre pour nous permettre de les transformer. Donc on a ça, mais plus largement, ça va s'imposer à nous dans les fonctionnements plus largement de la ville, dans lesquels on a besoin aussi de se dire, d'un point de vue aussi économique, qu'un bâtiment n'est pas construit que pour une seule fonction. Donc, on a cette expérimentation qui a été un premier sujet. Et puis, on a aussi, par rapport à ça, l'idée qui est arrivée un petit peu après, donc en 2018, avec évidemment Paris 2024, qui est un sujet bien sûr d'actualité, puisqu'on est quasiment dedans. Comme on peut le voir à Paris avec les difficultés de circulation qu'on a déjà depuis quelques jours. Donc, l'idée d'avoir un seul permis de construire qui permet un double état. Le double état, c'est de dire on a un état provisoire pour les Jeux Olympiques, qui sont quand même très courts en fait, donc de moins d'un mois, et puis on a un état définitif à l'issue des Jeux. Donc ça, c'est aussi quelque chose au travers des Jeux Olympiques qui permet de faire évoluer tout de même la réglementation d'urbanisme, puisque les évolutions très récentes qu'on a eues donc au mois de mai, là, dont on va parler juste après sur la réversibilité, viennent globalement de cette réflexion initiée avec la loi LCAP en 2016
et qui continue avec la loi de 2018 et qui va se poursuivre aujourd'hui. Et finalement, les Jeux Olympiques 2024, la chance qu'on a, en tout cas sur Paris, avec cette réglementation, c'est que ça nous a mis quand même le doigt sur un vrai sujet, qui du coup était finalement antérieur au Covid, mais qui suit finalement des besoins qu'on a aujourd'hui pour pouvoir permettre ces différentes destinations. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, sur les projets Paris 2024, donc on a 3 ans à l'issue des Jeux pour faire la transformation. Forcément, pour des raisons économiques, aujourd'hui, les coûts de construction sont colossaux, on le sait. Donc pour des raisons économiques, l'idée, c'est de permettre, au travers d'un seul permis, et au travers d'une seule grande campagne de travaux, on va dire, de pouvoir anticiper cette transformation. Voilà. Déjà d'un point de vue réglementaire et autorisation d'urbanisme, pour éviter d'avoir à redéposer en réalité, et l'idée également derrière de pouvoir faire des travaux sans avoir besoin de faire des travaux colossaux de transformation, puisque la transformation d'une destination à une autre, entre l'état provisoire et définitif, ça pourrait être assez important si on n'avait pas pu avoir ce permis unique. Donc du coup, par rapport aux évolutions très récentes, le 22 mai, donc on voit que c'est quand même le mois dernier, on a eu une évolution donc avec le permis de construire réversible. Donc ça a été amené très récemment, donc en attente d'un décret voté donc au Sénat le 22 mai. L'idée, c'est plusieurs choses. Déjà, la dérogation, en fait, justement, de ces sujets de destination. Donc ça, c'est très important, c'est qu'on va pouvoir autoriser la mairie, les maires, plus largement, donc dans le cadre des plans locaux d'urbanisme en vigueur, de pouvoir déroger aux règles du plan local d'urbanisme pour autoriser dans certaines zones, en fait, des changements de destination de bâtiments tertiaires en logement. Et également sur des bâtiments agricoles, de pouvoir faire ces transformations, donc soumises à certaines autorisations additionnelles. Mais dans l'idée de dire que même dans des zones où il n'y a pas de destination habitation, où on est sur des destinations donc uniquement tertiaires, de pouvoir faire ces transformations en logement. Donc, on autorise le maire à déroger au PLU, donc ce qui est quand même quelque chose d'assez impactant par rapport aux pratiques qu'on peut avoir d'application des plans locaux d'urbanisme. Donc ça va forcément aider à la réversibilité. L'autre sujet, c'est la taxe d'aménagement, qui est quand même un vrai sujet. Puisque la taxe d'aménagement, en fait, ce qui a été amené par cette réglementation, c'est qu'au 1er janvier 2025, en fait, donc pour les créations de logements issus donc de bâtiments tertiaires, donc la taxe d'aménagement sera donc appliquée par la commune, qu'on ait ou pas de la création de surface. Donc ça, c'est quand même, nous on le pense en fait avec Veneta, un sujet central, parce que vous avez quand même beaucoup de villes qui ont la taxe bureau, sur les immeubles de bureaux, y compris les immeubles vides de bureaux. Et donc le fait de transformer ces immeubles en logements, ça leur fait perdre en fait cette taxe. Donc la taxe d'aménagement, qu'elle puisse s'appliquer sur globalement tous les mètres carrés de surface de plancher créés ou transformés en logement, ça va permettre quand même aux communes concernées de pouvoir conserver une taxation. Donc ça, c'est quand même très important pour elles. L'autre sujet, bien sûr, qui a été amené dans le cadre du permis de construire réversible, c'est l'idée de se dire qu'un bâtiment ne peut pas être construit monofonctionnel avec une obsolescence d'usage. Voilà. Donc c'est la possibilité, en fait, avec ce permis de construire réversible, d'anticiper, en fait, dès la construction, la réversibilité, avec une durée de validité du permis de construire à 10 ans. Et renouvelable 2 fois, donc 5 ans. Donc, en fait, ça fait 20 ans. Et 20 ans, on sait que c'est la durée moyenne de cycle immobilier où vraiment, on sait que là, on va devoir passer par une réhabilitation lourde. Bon, aujourd'hui, 20 ans, ça paraît quand même beaucoup. Je pense qu'on fait quand même des réhabilitations lourdes après 10 ans, on va dire. À partir de 10 ans, on a quand même des grosses restructurations à apporter sur les immeubles, ne serait-ce que pour répondre aux derniers standards en termes de taux de charge et énergétique. Voilà, donc en fait, on voit qu'il y a une évolution réglementaire depuis 2016 qui nous permet petit à petit d'envisager ce recyclage urbain. Et donc pour terminer, avant de laisser la parole à Veneta, on peut conclure aussi là-dessus en disant qu'on a quand même 2 types de réversibilité qui existent aujourd'hui. On a un volet d'anticipation. L'anticipation, c'est vraiment ce qui est apporté actuellement, c'est de dire on va construire le bâtiment, on va autoriser le bâtiment d'un point de vue permis de construire en anticipant différentes vies de ce bâtiment
sur une durée de 20 ans, du coup, dans l'idée de ce permis de construire réversible, en se disant, techniquement, on va le concevoir avec la réglementation la plus défavorable, en thermique, en acoustique, en sécurité incendie, en structure. Et donc, dans l'idée de se dire, si je dois changer de destination et d'usage ce bâtiment, je n'aurai pas à reprendre toute cette sécurité incendie, tous ces aspects coup-de-feu, tous ces aspects recharge, d'exploitation, surcharge, etc. Et donc, ça permettra d'anticiper. Donc ça, c'est un premier sujet. L'autre sujet, c'est la transformation. La transformation, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des actifs existants, par exemple des immeubles de bureaux, qui ne sont pas transformables dans toutes les fonctions. Donc, l'idée, c'est d'arriver dans des phases de programmation. Donc, ça, c'est des sujets sur lesquels nous, on travaille dans les structures que j'ai créées. Donc, c'est de réfléchir en termes d'usage sur, à partir d'un existant, en quoi je peux le transformer pour que mon investissement en termes de CAPEX soit quand même raisonnable et réaliste par rapport à un loyer de sortie ou par rapport à un prix de vente, donc à une revalorisation. Donc Veneta, je vais lui laisser la main, elle va vous parler justement de deux projets, un qui est plutôt d'anticipation et un projet plutôt de transformation. Merci Gabrielle, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Veneta et comme tu dis bien, donc je vais vous parler de deux sujets différents. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la temporalité n'est pas du tout la même, mais on va découvrir après. Je voulais juste revenir par rapport à ce que tu as dit et je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui on vit dans une société très rapide, hein, tout est accéléré, peu importe où on vit, donc le pays, la ville. On se retrouve avec des modes de vie complètement différents qu'il y a 5 ou 10 ans. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on arrive à anticiper les modes de vie de demain. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir d'abord l'imagination, mais une analyse effectivement de toute l'historique des programmes et du développement d'urbanisme qu'on peut vivre parmi nous, mais en général en France ou ailleurs. Et de plus, on a des lois environnementaux qui évoluent de plus en plus. On est de plus en plus contraintes en fait à devoir, on est obligé de rénover des immeubles, on est obligé de les mettre à niveau. Et si on ne le fait pas, il y a de plus en plus d'amendes qui se mettent en place. Donc quelque part aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage se retrouvent sur une réalité très simple. Il faut faire quelque chose. Il faut actionner. Et la troisième chose, c'est l'économie de projet. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'envisager détruire un bâtiment pour le reconstruire à nouveau parce que effectivement, comme tu as mentionné, ça devient presque impossible de partir sur une démolition. On va plutôt parler de déconstruction partielle ou de transformation, valorisation, mais la démolition, donc ça commence à être banni par des mairies. Et je pense que c'est tout à fait, il est tout à fait le temps d'utiliser en fait ce qu'on a déjà fait pour le transformer. Parfois c'est plus simple, d'autres fois c'est bien plus compliqué, mais je pense qu'il y a toujours des astuces et des moyens à appliquer pour arriver à une solution. Et donc le premier projet sur lequel je vais parler un petit peu, c'est vraiment un cas d'anticipation. Il faut savoir que c'est un projet de co-living à la base qui était conçu en 2019. Donc, le début des études ont commencé en 2019 quand encore le co-living n'était pas un sujet très répandu en France et on n'avait pas vraiment toutes les connaissances et toutes les possibles qu'aujourd'hui, du coup, on voit un peu partout. Donc, on a dû vraiment se creuser la tête pour trouver des solutions de vivre ensemble et qu'est-ce que ça veut dire en général et encore quoi c'est différent que vivre seul ou en famille, puisque vraiment il y a une différence dans la conception, dans l'usage du bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui se trouve à Bagneux dans la ZAC Victor Hugo et on a obtenu le permis en 2023. Donc je pense que ceux qui sont dans l'immobilier, voilà, qui ont un peu d'expérience avec les permis, on sait que voilà, obtenir un permis à 4-5 ans, c'est que derrière, il y a beaucoup de travail de aller-retour avec les mairies, avec les maîtrises d'ouvrage, avec
l'économie du projet pour sortir quelque chose qui est finalement qui convient à tout le monde. Donc sur ce projet-là, il a eu un premier questionnement. Est-ce que déjà le co-living va fonctionner? Est-ce qu'il va déjà marcher à cet endroit-là? En 2019, la mairie ne pouvait absolument pas se projeter sur ce programme-là et de se dire comment demain un immeuble de co-living va évoluer si les modes de vie changent. Donc vous voyez, entre le début des études et la fin de la construction, on serait presque sur 7-8 ans. Donc, on a largement le temps d'évoluer dans notre quotidien, dans les modes de vie, dans la façon dont on vit en société ou seul ou en famille. Donc, très rapidement, s'orienter vers un immeuble évolutif qui peut changer d'occupant en fonction justement du futur moyen ou à long terme. Donc, ça a été une stratégie qui était prise très tôt dans les études. Et avec la mairie, nous avons toujours travaillé avec 2 plans. Donc, il y a eu toujours le plan du co-living classique tel qu'il a été demandé par le maître d'ouvrage et par les investisseurs et par l'exploitant. Et il y a eu toujours un plan B où on envisageait de le transformer en logement classique, logement familiaux, avec une exigence de surface très précise de la part de la mairie, puisqu'ils ont une observation très claire de ce qui est mieux utilisé par leurs habitants. Donc, ce qui a provoqué, nous, dans les études, c'était tout de suite d'anticiper une structure d'immeuble qui est susceptible d'accueillir les 2 différents programmes et qui peut nous permettre de modifier l'immeuble à moindre coût. Donc, non seulement la structure sur plan a été adaptée, mais également un coupe. Donc, on a réfléchi de telle façon l'immeuble qu'on a laissé sur certains niveaux des hauteurs sous plafond beaucoup plus conséquents. J'ai pas mentionné la coupe parce que c'est à cette échelle-là ça reste illisible, donc je préfère plutôt en parler. Donc, à certains niveaux, on a laissé vraiment des hauteurs sous plafond bien supérieures pour qu'on puisse avoir des points de regroupement de gaines et laisser le plan le plus libre possible et le changement derrière qui peut du coup être fait vraiment que sur le second œuvre et rien toucher à la structure. Effectivement, toutes les normes ont été respectées si c'était du co-living, si c'était de ERP et si c'était de l'habitation classique. Donc, les circulations verticales et horizontales, elles ont été conçues de pouvoir accueillir différents usages, puisque dans le co-living, nous avons des espaces communs. Et des espaces communs, éventuellement, ils peuvent, dans notre hypothèse, être transformés en appartement classique de logement, mais ils peuvent aussi devenir ERP, donc établissement recevant public. Ça peut devenir un espace de travail, des coworking, ça peut être des espaces de formation, ça peut être vraiment très polyvalent. Donc l'immeuble, soit sur des étages courants, a été vraiment conçu de pouvoir accueillir dans le temps différents types d'usages. Et il y avait une question qui est très importante, c'est les espaces extérieurs. Vu qu'on est sur un co-living et sur une parcelle particulière, nous avons ciblé plutôt des espaces extérieurs partagés, plutôt que des petits espaces privatifs extérieurs. Donc, on a proposé plusieurs rooftops qui sont accessibles à tous les habitants et qui favorisent du coup les échanges sociaux au sein de l'immeuble, peu importe si ce serait du coup de co-living ou des logements familiaux. Et au rez-de-chaussée, on a eu un cas particulier où on était dans l'obligation du crédit commerce parce qu'on se situe dans une ZAC et dans la ZAC, il y a un règlement et les commerces étaient obligatoires en rez-de-chaussée. Et on a proposé 2 commerces différents, un sur le boulevard on n'avait aucun doute que ça va fonctionner et que ça va attirer du monde, d'autant plus qu'on avait une terrasse devant nous. Et c'était facile à se projeter dans le temps que c'est un commerce qui va bien fonctionner, en restauration ou commerce de vente.
Mais là, ce que vous voyez sur les plans, le commerce 1, il est situé sur vraiment une toute petite rue d'habitation individuelle, de petites maisons. Et en plus de ceci, cette façade-là, pour nous, c'était obligatoire qu'on la garde. Donc, sur ce côté-là, c'est une façade, peut-être si on peut revenir sur la slide d'avant, Gabriel. Donc, on voit sur l'image plutôt de gauche. Je commence donc par une maison qui est existante et qui reste une maison d'habitation individuelle. Et juste à côté, enfin, ça fait partie de notre immeuble, on voit que la façade, elle est très différente que le reste, puisque c'est une façade qu'on a été obligé de garder et c'était avant une maison individuelle également. Donc, au rez-de-chaussée, on a dû adapter la façade pour accueillir un commerce sans forcément toucher aux ouvertures. Et on savait que du coup, un manque de vitrine, un manque de visibilité, petite rue, forcément le commerce, il était susceptible de moins bien fonctionner que l'autre. Donc, on avait proposé aussi un plan B pour le rez-de-chaussée où soit on intégrait la totalité de la surface des commerces pour le co-living et dans ce cas, on le transformait, on les liait aux autres espaces collectifs. Soit éventuellement, on pouvait les transformer également en habitation pour de ce côté-là, ou l'autre commerce, il pouvait vraiment être polyvalent puisqu'on a prévu tous les types de ERP possibles qui pouvaient intégrer le commerce. Donc voilà, il y avait une grande anticipation, non seulement dans le programme, mais aussi dans les labels. Donc on a travaillé un Aéro 2020 en grande anticipation puisqu'en 2019, on n'était pas encore dedans. Et on a aussi le label HQE Habitat. Donc, c'était vraiment une volonté de la maîtrise d'ouvrage de créer un environnement agréable et qui peut vraiment durer plus longtemps dans le temps, au maximum possible, et rester dans les normes, au moins pour le moment à cette époque-là, future. Donc voilà, actuellement le projet il est en construction, ça a été très très bien accueilli par la ville et par les habitants, donc on a hâte qu'ils sortent. Donc voilà, après si vous avez des questions, je serai ravie de répondre. Et on passe au deuxième sujet qui est plutôt du coup la restructuration d'un immeuble de bureau, un appart-hôtel. Donc c'est comme ça qu'on appelait à l'époque l'Airbnb ou tout simplement la location courte durée. Donc en 2014, un projet bien ancien, c'est un de nos premiers projets d'agence sur lequel on a traité ce type d'opération. À l'époque, c'était vraiment quelque chose qu'on n'en parlait pas forcément comme systématique, en transformation systématique. Donc c'était un lot qui était destiné au bureau d'époque. Et donc, on était sur une structure, un côte-à-poutre, un béton. Et c'était abandonné depuis longtemps. On voit sur l'image de gauche, donc c'était dans son jus. Et c'était pas exploité depuis longtemps. En revanche, c'est au centre de Paris, rue de Faubourg-Saint-Denis. Donc, c'est dommage de laisser une surface comme ceci. Je pense que c'était autour des 1200 mètres carrés à rester à l'abandon. Donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire autre que le bureau, ou alors comment on peut mettre en valeur le bureau pour que ça peut être plus intéressant pour des investisseurs. Donc, cette logique-là nous a amené à proposer, avec les structures existantes, deux plans différents, donc un plan bureau et un plan logement, plutôt un appart-hôtel. Et ces deux plans-là, ils sont pour moi très intéressants parce qu'on voit comment, avec exactement le même plan, on arrive à intégrer deux différents programmes qui peuvent être complètement parfois impossibles de substituer, mais pour le coup, en gardant uniquement la structure et même quelques cloisons, un placement de cloisons, on est arrivé à créer des espaces intéressants. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'habitation, aujourd'hui, elle subit tellement de variations qu'on peut toujours trouver plutôt chercher des solutions uniques, extravagantes, différentes, pour qu'on puisse quand même intégrer dans un programme d'habitation, soit en hôtellerie, soit en co-living, soit en habitation partagée quelconque ou gérée.
Et je trouve que ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on vit dans une société où on accepte beaucoup plus de choses qu'il y a quelques années. Donc, se projeter dans un espace où il n'y a pas de lumière naturelle, par exemple, ou des bâtiments qui sont très profonds. Aujourd'hui, on trouve des solutions à l'exploiter, d'autant plus qu'on travaille beaucoup plus à la maison aujourd'hui qu'avant. Donc, la pièce en plus, effectivement, il fallait trouver une place. Et, en fait, une fois, ce qui est très intéressant, c'est que sur ce bien-là, je me souviens, il y avait beaucoup de temps que le bien il était mis sur le marché et il ne trouvait personne. Mais une fois qu'on a commercialisé un petit peu avec justement cette possibilité-là, le projet il est parti directement. Donc même à l'époque, il y avait juste besoin de voir le potentiel d'un bien pour créer tout de suite la valorisation du lieu. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais que c'était très intéressant. Et après, sur la dernière slide, on voit les perspectives sur lesquelles on avait travaillé à l'époque pour montrer qu'en gardant la structure et quelque chose de très sobre, même un aménagement intérieur, on arrive avec peu de moyens finalement à le transformer et à créer un coup de cœur même sur l'effectif, sur le bien. Donc voilà, je suis ouverte à toute question. Gabriel, je ne sais pas si toi aussi tu as quelque chose à compléter. Non, mais oui, ça reboucle effectivement sur ce que je disais tout à l'heure. Oui, donc effectivement, le fait qu'il y a un vrai sujet quand même financier. Et je pense que dans ton deuxième exemple aussi, c'est ça, hein, c'est de voir que à partir du moment où l'actif est réversible, bah, ça motive davantage les investissements, en fait. Tout simplement parce que du coup, on a plusieurs options de sortie et ça a des risques, en fait, hein, tout simplement aussi l'investisseur. Ça rassure beaucoup les investisseurs, effectivement, pour pouvoir se projeter. Effectivement, si un des programmes ne fonctionne pas, on peut toujours revenir en arrière. Et si l'immeuble il est bien pensé, donc c'est toujours à des coûts très maîtrisés. Et le bilan financier devient beaucoup plus simple et tout le monde, même les banques, hein, parce que j'ai pas parlé de financement, mais finalement aujourd'hui c'est compliqué de financer des opérations, mais si on a plusieurs options avec des bilans qui tournent, même en état de crise du programme actuel, je pense que les banques sont beaucoup plus susceptibles de prêter de l'argent que si on reste condamné à faire des programmes en solo et au final ne pas avoir des perspectives autres. Oui, tout à fait. Ça aide aussi à trouver des financements, en plus de trouver des sorties effectivement en locative ou à la vente, quoi. Alors, vu qu'on est sur la partie de Veneta, je vais poser les questions dans le sens inverse de l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Dans l'exemple que vous avez donné dans le premier projet, donc version familiale et co-living, comment gérez-vous les colonnes de ventilation verticale? Donc les gaines, ils ont été... c'est pour ça que je disais qu'on a travaillé beaucoup sur les différentes hauteurs de niveau. Avec l'idée de regrouper donc des groupes. Plus, on a beaucoup travaillé sur des toitures pour pouvoir déjà travailler la technique, regrouper la technique. Et après, en verticalité, on s'est toujours rapproché des gaines principales finalement qui allaient servir les logements. Donc, on a privilégié de garder certaines gaines si éventuellement on changeait la destination de l'immeuble et de pouvoir facilement en supprimer ou décaler les autres au final qui étaient beaucoup trop proches. Donc voilà, il y avait cette réflexion-là, d'où au final des grandes hauteurs sous plafond sur certains niveaux. D'accord. Et puis toujours par rapport à ce que vous avez présenté, Veneta, quelqu'un nous demande si les instructeurs des permis de construire sont finalement sensibilisés à ce sujet de réversibilité urbaine, dans le cadre de leur instruction. Ce sujet qui vise à en fait couvrir plusieurs types de destinations
Et est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des challenges particuliers sur les permis de construire des 2 projets que vous avez présentés, donc le co-living et les appart-hôtels? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, très intéressant. La mairie, quelque part, elle exigeait justement cette réversibilité-là. Très rapidement, on a constaté leurs doutes par rapport au programme. Et c'est pour ça aussi que nous, on a proposé la possibilité de réversibilité. Et c'est là où, quelque part, ça a tout débloqué. Parce que c'est une parcelle qui est pas évidente. Et je pense que si cette réversibilité n'était pas présente tout le long du discours que nous avons eu avec la mairie, le projet ne serait pas là aujourd'hui. Je pense ça a été facilitateur de projet, non seulement pour le logement, mais également pour le commerce, parce qu'on sait tous que c'est très désagréable de marcher dans une ville où le rez-de-chaussée reste muré ou inoccupé pendant des années. Et au final, l'immeuble, c'est ce qu'on remarque le plus, c'est dommage. Donc, cette possibilité de l'intégrer très, très rapidement au programme et lui donner un choix au final d'occupation, ça a été vraiment très, très bien vu. Et je suis persuadée que cette solution-là, ils ont poussé le projet à son succès d'obtention, en tout cas. Et oui, ça a été long. Le dépôt était long, les échanges étaient très longs, mais plutôt pour trouver vraiment des meilleures solutions. Et puis surtout que comme c'est un projet un peu atypique, la mairie était entourée de beaucoup d'experts différents pour pouvoir justement juger le sujet. Et plus il y a du monde, plus il y a d'avis, plus c'est long. Donc c'est aussi pour ces raisons-là, ils ont pris le projet à cœur. Et voilà, ça a été aussi long pour choisir les teintes de chaque brique, la menuiserie, les choix de la végétation. Enfin voilà, la mairie elle s'est vraiment appliquée là-dessus et je pense qu'une fois que le projet va sortir, ils vont être très fiers parce qu'ils se sont vraiment appliqués. Et je pense que c'est là où était le secret en fait de l'obtention du permis. Alors, on a pas mal de questions et là, vous êtes sans doute toutes les 2 susceptibles d'y répondre, mais on sent bien que la transformation, la construction d'un immeuble réversible par rapport à un immeuble classique a un surcoût. Est-ce que ce surcoût, on peut l'évaluer? Et surtout, est-ce que finalement, ce surcoût initial peut-il être absorbé par la suite? En termes de surcoût, Veneta, sur ce dossier-là, je crois qu'on en avait parlé, mais si tu veux répondre sur ton projet de Bagneux, en termes de surcoût travaux, moi je crois que c'était pas tant que ça, un peu sur les fluides en fait. Non, vraiment, on était, vu que tout était anticipé, finalement, c'est une question de conception quelque part intelligente où, au final, pour l'anticipation, en tout cas, et dans notre cas, il n'y en a pas eu beaucoup de surcoûts, puisqu'au début, le budget il était fixé si vraiment on partait sur du co-living. Et jusqu'au bout, il n'y a pas eu d'augmentation de budget à cause de l'évolution du programme. Après, il y a eu une période qui était très longue, donc ça a subi plusieurs changements de bilan, mais c'était pas la cause, le programme en tout cas qui était évolutif, puisqu'au final, on a réussi de gagner en qualité, on a réussi de gagner quelques espaces en plus. Enfin, voilà, le programme nous a permis de gagner quelques espaces avec la mairie. Donc voilà, et il y a eu une contrebalance dans l'ensemble. Mais pour, en tout cas, les constructions neuves, ça dépend du programme, mais il n'y a pas un surcoût énorme pour d'autres. Chaque projet. Ouais, en fait, je pense que ce qui est important aussi quand même à noter, c'est le surcoût, il faut le rapporter aussi au taux d'intérêt bancaire, hein, parce que voilà, un projet qui est moins risqué pour la banque, et pas que la banque, hein, je pense aussi des co-investisseurs sur des rendements prioritaires et tout en fonction des montages financiers des projets. À partir du moment où il y a une réversibilité simple, ça a un impact aussi sur voilà, l'accompagnement financier qu'on peut avoir. Donc, au final, sur les dossiers dont on a parlé, on n'a pas vu de sujet vraiment substantiel de surcoût.
Parfait, merci. Alors, je remonte un petit peu en arrière sur l'ordre des questions. Donc, vous nous avez présenté, Gabriel, les textes proposés au Sénat en mai 2024 sur le permis réversible. On avait 2 questions. Alors, excusez-moi si vous y avez déjà répondu, mais est-ce que ça change quelque chose par rapport au permis d'innover ou d'expérimenter? Et d'autre part, est-ce que l'on sait déjà quand les décrets d'application paraîtront pour ce permis de construire réversible? Alors, ce que ça change, c'est que le permis d'innover et d'expérimenter, en fait, se termine en 2024. C'était une période. Donc, ça va s'arrêter. Donc, l'idée, c'est que ça remplace. Donc, les décrets d'application, ils sont attendus avant la fin de l'année. C'est ce qui est prévu, en tout cas, aujourd'hui dans le calendrier. Entendu. Voilà, c'est censé faire la suite, en fait. Entendu. Et puis, vous avez parlé effectivement de la dérogation du PLU. Mais est-ce que cela ne concerne que les projets qui vont vers la destination logement ou d'autres projets potentiellement? Alors, pour l'instant, c'est que vers la destination logement. En fait, voilà, l'idée, c'est malgré la situation actuelle, parce qu'en fait, la situation s'est empirée puisqu'il manque énormément de logements en France et que chaque année, en fait, la situation s'empire, hein, bien sûr, dans toutes les zones tendues. Et que comme on a aujourd'hui des difficultés de financement d'opérations, que beaucoup de promoteurs voilà, sont en grande difficulté et que la construction neuve n'est plus du tout boostée par des réglementations, en fait, ces nouvelles réglementations viennent finalement accompagner de la transformation d'existants, ce qui était un sujet sur la production de logements qui était complètement inexistant, hein, faut quand même le dire, à part quelques opérations de marchands de biens, il y a quand même très peu d'opérations de logements, de nouveaux logements, on va dire, mis sur le marché existant. Et issus de l'existant, surtout issus de transformation, etc. Donc voilà, donc par rapport à ça, en fait, c'est pour ça que cette réglementation, c'est vraiment l'idée d'accompagner la production de logements par changement d'usage et de destination de bâtiments existants, tertiaires au sens large, hein, c'est pas que bureaux. D'accord, tout à fait. Et puis, on va prendre dans les 3 minutes qui nous restent peut-être une dernière question. On nous demande comment gérez-vous l'accessibilité des usagers du fait d'une réglementation qui est finalement différente selon le type d'ouvrage concerné? L'accessibilité, les réglementations sur l'accessibilité, enfin, je ne sais pas si on doit comprendre la question comme ça, mais admettons que ce soit ça. En fait, l'idée, c'est à chaque fois de prendre la réglementation la plus défavorable. Ouais. Voilà, pour l'appliquer, donc par exemple, si on doit anticiper une réglementation ERP dans un bâtiment qui n'est pas un bâtiment ERP, en fait, on va prendre toutes les dispositions constructives qui nous permettraient de transformer un ERP, quand bien même aujourd'hui, il y a un contrôle d'accès à l'accessibilité, par exemple. Le contrôle d'accès aujourd'hui, c'est extrêmement simple, hein, c'est du badge, ça va devenir bientôt de l'empreinte tactile, etc. Mais en tout cas, ça devient de plus en plus simple. Donc, c'est du portique électrique. Demain, si ça n'est plus une porte d'accès à code ou à badge ou un portique, on l'enlèvera et on sera déjà dans une zone qui est possible d'être mise en ERP parce qu'on aura déjà calculé en fait les unités de passage. Voilà, je ne sais pas, Vénéta, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Oui, tout à fait. Et puis là, je remarque une autre réversibilité, justement, ce que tu viens de mentionner, c'est qu'on transforme beaucoup de bureaux en ERP, justement, puisque il y a des zones qui ne peuvent pas forcément accueillir du logement ou alors la zone s'y permet pas. Mais en revanche, ça fonctionne très bien en ERP, notamment sur des immeubles qui sont beaucoup trop profonds. Là où la lumière est difficilement accessible au cœur de l'immeuble. Donc, on trouve toujours des solutions, voilà, en ERP, et c'est très intéressant du coup parce que ça crée des immeubles mixtes. Et voilà, je trouve que, mais du coup, on va prendre effectivement la réglementation le plus défavorable, le plus complexe, répondre à elle, et après derrière, on est beaucoup plus libre. Mais ça reste compliqué en tout cas par rapport à ce que c'est administrativement, c'était quand même lourd, lourd à gérer, et il faut vraiment travailler sur la stratégie, je pense, avant de se lancer dans ce genre d'opération. Oui, tout à fait. Il me reste à vous remercier, Gabriel et Vénéta, pour cette intervention. Voilà, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions.
Il y en avait notamment sur la problématique du stationnement, il y en avait sur la démarche de réemploi au-delà de la réversibilité. Mais pour cela, je ne peux que vous encourager à participer à la formation que Gabriel anime sur la transformation de l'usage des bâtiments. Donc, je vous le rappelle, la première session aura lieu le 10 juillet. Et puis, nous avons aussi des sessions au mois d'octobre et au mois de décembre prochain. Donc, venez écouter Gabriel, l'expérience de Veneta aussi, et pouvoir poser toutes vos questions lors de cette formation. Merci encore à toutes les deux. Merci à tous d'y avoir participé. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire organisé par le département formation du Moniteur. À très vite. Bonne journée. Bonne journée.